J'ai une petite confession à vous faire et surtout un mea culpa. Il y a quelques mois, j'ai sérieusement, on va dire, sous-estimé un guitariste qui, concrètement, fait trembler la sphère guitaristique. Alors en plus de faire un énorme buzz sur internet il y a déjà quelques temps, là maintenant il commence à rentrer dans la cour des grands avec des grands groupes, des grands artistes qui font appel à lui pour collaborer. Vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, YouTube, TikTok, peu importe, on va parler aujourd'hui de RJ Pazin. Mais en vrai, je sais pas si on dit RJ Pazin. Bref, on parle de lui. Et ouais, j'assume, je me suis complètement tollé, foiré à propos de ce guitariste. C'est vrai qu'à l'époque, eh bien, j'avais dit des choses comme ça. Mais pour moi, ça regroupe tout ce qui ne va pas en guitare et dans le monde actuel guitaristique. Que ça soit le côté fake, le côté faux au niveau même sonore, le côté on s'en fout de tout, peu importe, c'est les vues qui comptent, le côté court, enfin... c'est de la chelouterie totale. Et comme tout bon chelou qui se respecte, eh bien quand on a tort, on assume. Effectivement, à l'époque, il m'a pris de court. Je pense que, clairement, mentalement, auditivement, je n'étais pas du tout prêt à ce qu'il proposait. Et même si je pense qu'il est un peu trop tard, le train est passé, eh bien il mérite notre attention à l'heure actuelle. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, RJ Pazin est un guitariste qui se distingue par une approche unique. Il crée des petites boucles musicales, des mini-loops. Là où il est malin, c'est qu'il précise sur ses vidéos « Sample this ». En gros, il incite les gens à réutiliser ses boucles et pour produire avec. Donc ce qu'on peut constater déjà, c'est que le concept, mais surtout le business plan, est pas mal, dans le sens où si ces vidéos pètent, eh bien ça va décupler le pètement, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où tous les gens qui sont intéressés à réutiliser ces boucles-là vont aussi les partager, eh bien, sur les plateformes, etc. Donc franchement, le mec, malin. Très malin. Et moi, ce qui m'avait dérangé à l'époque, c'était que tout ce qu'il proposait était trop court. Je me disais, on arrive dans une ère où le 15 secondes suffit. Mais il y a autre chose derrière tout ça. Là où c'est intéressant, c'est que certes, ce qu'il joue, c'est très court, la proposition est faible en termes de durée, mais le temps de production et le temps de qualité qu'il va mettre à l'intérieur de ces mini-boucles, eh bien là, ça dépasse l'entendement, oui, ça se dit, guitaristique. En fait, ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une mini-boucle que beaucoup auraient pu proposer. Et clairement, c'est comme si qu'il réinventait le concept simple d'une boucle, d'une loop, mais surtout, j'ai l'impression qu'il crée une autre branche de type de guitariste. Et là, c'est très intéressant, voire important, parce que j'ai l'impression qu'il participe clairement à la pérennité. Waouh, j'utilise des mots de plus de 3 syllabes. La pérennité, eh bien, des guitaristes, des futurs guitaristes. Et sincèrement, eh bien, ce qu'il propose, ça aurait pu complètement passer à la trappe. Des centaines, des milliers de guitaristes proposent des nouvelles choses chaque jour, surtout avec les réseaux sociaux. Sauf que lui, eh bien, il y a quand même la qualité, notamment de la production et de ce qu'il fait, eh bien, qui fait que, ouais, ça a pété. Donc maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus en profondeur de ce qu'il propose en termes de style. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça existait déjà? Je vous montre tout ça, et puis après, je prendrai une guitare pour essayer de comprendre d'où il va chercher tout ça. Je vous le cache pas, j'ai passé des semaines, des mois à essayer, tenter de reproduire son délire. Donc perso, quand j'étais tombé sur lui, quand j'avais fait cette vidéo, j'avais pas du tout saisi, eh bien, toute la profondeur de ce qu'il proposait, et surtout le style qu'il était en train de créer. Certes, on sent qu'il a des influences dans la sphère du métal, et surtout le metalcore. Mais ce qui le définit le plus va bien au-delà de tout ça. En gros, je le considérais dans une casque un peu particulière et qu'il a aussi remodernisé. C'est ce qu'on appelle le glitchcore et même d'ailleurs l'hyperpop qui est un dérivé de tout ça, qui est très moderne. Wow, je vous vois venir, vous me dites wow, des trucs avec des mots comme core, glitch, hyper... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh bien, je vais vous expliquer un peu le principe, comme ça après on va le détailler avec une guitare. Le glitchcore, en gros, c'est un style qui emprunte beaucoup à l'esthétique de l'électro, en utilisant des batteries virtuelles, des logiciels, des grosses basses et plein d'effets issus de la production musicale par ordinateur, la MAO notamment. Petit instant chelouterie, d'ailleurs si vous êtes intéressé par la musique assistée par ordinateur, eh bien j'ai conçu une méthode dédiée à tout ça, qui peut vous donner plein de clés pour y arriver. C'est disponible sur ma plateforme La Cheloosphère, c'est dans la description, avec plein d'autres méthodes pour plein de styles de guitaristes et surtout tous les niveaux. Mais dans le terme glitchcore, il y a le mot glitch. Pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo, un glitch est une sorte de bug qui nous fait bugger et arriver vers le final boss. Mais dans la musique, le terme glitcher, en fait, c'est le fait de casser des notes, couper des notes et les faire répéter très rapidement, comme justement créer une sorte de bug. Écoutez précisément dans cet extrait, on l'entend clairement. Et
la force de RJ-Pazin, c'est que lui, il va l'appliquer à la guitare de manière complètement magistrale. En plus de ça, il utilise des techniques de production pour altérer le son, comme ajouter des effets de trémolo, des chorus, jouer sur des fréquences de manière aléatoire, et il utilise aussi beaucoup de samples, de boucles pour faire plein de couches différentes. Et même la guitare, au final, est utilisée comme un sample. C'est pour ça qu'en gros, lui, son principe, c'est d'enregistrer un truc très court, mais de venir le triturer, prendre la guitare, la découper, la mettre à l'envers, la mettre à l'endroit, la pitcher, etc. Enfin, vraiment, il va passer un temps, pas de jeu, mais de production énorme sur sa piste de guitare. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais guitariste, mais un bon guitariste et un excellent producteur. Alors après, oui, faut aimer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez ce principe-là ou si vous êtes ouvert à potentiellement aimer ce principe-là. Bon, il m'a fallu quelques temps et maintenant, j'ai vraiment envie d'en faire. Bref, je vais aller m'équiper d'une guitare pour vous montrer un peu la reproduction d'un titre qui a fait plus de 40 millions de streams sur Spotify avec une petite boucle d'RJ-Pazin. J'ai tenté de le reconstruire et de comprendre comment il faisait tous ces effets. C'est parti. Alors, je vais me baser sur son morceau Loopster qui a fait un énorme buzz sur les plateformes. Écoutez ça. Ok, donc on l'entend, sa patte est clairement là. Et là, je me retrouve devant une session que j'ai créée, que j'ai composée, pour tenter de reproduire au maximum la chose. Donc tout est finalisé, comme ça, étape par étape, je vous montre comment ça se passe. La première chose à faire était d'enregistrer le riff tel qu'on l'entend. En fait, la structure, le squelette, la base. Une fois que j'avais fait ça, je me suis dit, ok, j'ai mon riff, mais ça sonne pas du tout pareil, ou en tout cas, c'est très loin de lui, sa production. Et ce qui se passe, c'est que, en tendant un peu l'oreille, en allant analyser aussi ses vidéos, etc., je me suis dit, non mais en fait, il a tout trituré. Et comme vous pouvez le voir, en gros, pour une guitare qu'on entend, tout ce qui est en bleu, c'est une guitare, si vous voulez. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, voire même 8 pistes pour un résultat de guitare. 8 pistes de guitare découpées, etc. C'est là où je me suis dit, le mec est fort. Le mec est perché. En effet, c'est un truc qui existe beaucoup, il n'y a pas de souci d'enregistrer plusieurs pistes de guitare pour pouvoir faire tout ça, mais là, c'est vraiment haché au millimètre près. Donc en gros, dans l'absolu, la chose était assez simple. Il fallait venir triturer, comme j'ai déjà dit, la guitare, c'est-à-dire découper à certains endroits, vraiment être parfait sur le temps, que ça soit très robotique et informatique, mais surtout aussi venir changer de piste pour avoir des sons différents en fonction des intentions qu'on voulait. C'est là où le gars est très très fort, c'est qu'en fonction de chaque note, chaque intention qu'il va jouer, il va venir produire différemment son son de guitare. Par exemple, un tapping, il va le faire d'une certaine manière, un bend, un levé de corde, il va le faire d'une autre manière, etc. Donc il va vraiment venir peaufiner. Absolument dingue, quoi, en fait. C'est ça. Donc perso, pour mon son de base en distorsion, je suis venu utiliser ma propre simulation d'ampli, qui est le Blob Narok, et j'ai utilisé l'ampli Thor. Vous pouvez le trouver sur le site de Blob Audio en individuel, pas très cher, pour utiliser que celui-là, ou dans la suite entière du Blob Narok. Et à force d'écouter, de découper, etc., j'ai trouvé, cette logique qui sonne à peu près comme lui. Donc par exemple, j'ai juste une guitare, une piste qui fait ça. On peut se poser la question de pourquoi découper, mais c'est vraiment dans son intérêt d'être précis et parfait sur le temps, découpé au millimètre près pour que rien ne dépasse et que ça soit très robotique au final. Une autre qui est la même guitare mais qui a été pitchée à l'octave, voilà, en utilisant en fait de la production, de la musique assistée par ordinateur, des outils de production. Ah, c'est pas très joli, mais dans la réalité et dans le package global, c'était ça. Derrière, j'avais des petites notes. Tout bête. C'est vraiment ça, les gars. Je me suis aussi aperçu qu'à certains moments, il venait harmoniser juste une note en enregistrant une autre guitare. Donc, encore une fois, pour une guitare, écoutez, en tout cas, on croit qu'il joue. C'est pour ça qu'on va poser la question après de est-ce que c'est vraiment jouable ou non. Mais du coup, il venait harmoniser par simonie, par-ci, par-là, en fonction d'une intention particulière. Donc, je suis parti sur ça, que j'ai couplé avec ça. Et on sent ce côté Raptor, alien, informatique, moderne. Glitchcore, quoi. Ensuite, j'avais ces fameuses descentes que je suis venu compléter. Et vous l'entendez, il y a de l'effet par-dessus. Et ça, c'est clairement ce qu'il utilise. On va voir comment il a fait cet effet. Bref, à ce moment-là, j'avais ce principe. Vous l'avez entendu, le glitch est apparu juste ici. Alors, comment ça se passe? Eh bien, j'ai tout simplement pris une note, qui était à la base comme ça, et que je suis venu, pareil, découper à certains endroits, et surtout raccourcir au maximum pour avoir ce côté très informatique, très calibré au final. Et quand on l'entend dans le packaging,
typique la patte RGPazine au niveau du glitch. Là où se cache son secret ultime pour avoir ce grain, ce tone là, c'est-à-dire que j'ai été fouillé dans une vidéo de production de lui, qui est la seule et unique, c'est vraiment assez rare. Et en fait, c'est le pro des automations. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, ça j'en parle dans ma méthode MAO, mais les automations, c'est-à-dire qu'on va venir automatiser un effet, voilà, automatique, hein, comme son nom le dit, c'est-à-dire que l'effet va bouger pendant un temps donné que nous, on décide. Et notamment, ce qui se passe, c'est qu'il utilise des EQ, donc c'est pour gérer les fréquences, et lui, il fait une sorte de semblant de whammy. En tout cas, c'est son discours. I've got this EQ going here to act sort of like a whammy, where a whammy will traditionally filter the sound going into your amplifier. Même si je suis pas trop d'accord avec son explication, la whammy c'est pas réellement ça, eh bien lui en gros il va venir faire bouger sa courbe d'EQ pour créer une sorte de fluctuation fréquentielle. Et regardez bien mon EQ quand je le joue, automatique. Et c'est ça qui crée le... Voilà, on entend clairement. Derrière il utilise énormément cet effet, le chorus. Effet old school, effet vintage, sauf que dans sa production, dans son style de jeu, dans le son qu'il utilise, parce que même avec là, le Blomnarock, on a un son assez moderne en termes de distorsion, eh bien, ça crée quelque chose, voilà, qui est comme ça au final. Hein. Pareil ici. Voilà, ici c'est exactement la même chose qui se passe. L'EQ va venir bouger tout seul. Et ça, c'est les petites courbes que vous voyez juste ici en violet et en bleu. Donc vous voyez à quel point il est chaud. C'est-à-dire qu'en gros, il va vraiment venir au micromètre, au micromillimètre, à la microseconde près, choisir les choses qui vont bouger en fonction pour avoir un rendu absolument précis de ce que lui, il a en tête. Derrière, il utilise des instruments, des outils de production type hip-hop, trap, drill moderne, etc., voire même hyper-pop, comme des bons gros kicks. Voilà, hein, très trap au final. Des petits claps, des petits rimshots, et surtout, mon logiciel magique au niveau des bonnes basses. Et le tout pour avoir un rendu dans ce principe-là que j'essaie de calquer au maximum. Voilà, tout bêtement, entre guillemets. Donc maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement c'est quelque chose de jouable? Non, la réalité c'est qu'on ne peut pas jouer ça en live. Alors quoique on pourrait jouer par-dessus une piste audio et les automations sera en direct, donc il faudra un simulateur rempli et plein de choses, ou alors de la modélisation, enfin bref. Mais en tout cas, c'est pour ça que je gueulais un tout petit peu à l'époque, c'est qu'il proposait quelque chose, on voyait que c'était fake en fait son jeu, mais il n'était pas là pour ça. Quand on réfléchit, il était juste là pour proposer une production. C'est du jeu studio, c'est du jeu de prod, en fait, qui peut être très utile pour justement produire, amener une patte dans un album, dans un morceau, amener un grain, ou même très utile pour des artistes qui réutiliseraient ces boucles. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça sonne à peu près pareil. Je me suis tué quelques semaines, quelques mois. Bref, aujourd'hui, avec ce gars-là, ce guitariste, mais surtout l'impact qu'il a fait, parce qu'il a influencé beaucoup de guitaristes qui sont venus reproduire un peu les mêmes choses, ou le même concept, donc déjà, c'est un petit indice sur, effectivement, l'impact qu'il a dans la sphère guitaristique, et bien je réalise à quel point j'avais tort. Ouais, la chelouterie avait tort, ça peut arriver. C'est certes un guitariste doué, mais pas que. Il a su, choper le truc qui fait que, ouais, en gros, il propose quelque chose de nouveau, quelque chose qui plaît, quelque chose en fait qui a sa place dans la niche des guitaristes. Et pourtant, c'est pas si facile. On sait très bien qu'il y a beaucoup de puristes, de gens très intéressés par les sons vintage, voilà, qu'on veut pas lâcher, le délire blues, rock, le vrai guitariste, le Eric Clapton, le David Gilmour, le Jimmy Page. Mais non, lui en fait, il a pris le contre-pied de tout ça. Et ça a payé. Il a eu aussi la validation de grands guitaristes, de grands groupes actuels, notamment Tim Henson, qui, je le rappelle, ne fait pas forcément l'unanimité, mais qui est quand même destiné à être le meilleur guitariste des temps modernes. En tout cas, c'est ce qui se dit sur de nombreux classements dont je ne prendrai pas parti. My favorite new band is RJ Payson. He's not really a band, but more of a producer, guitar player, but he's awesome. So shout out RJ. Donc comme Tim Henson, qui est, je suis désolé de le dire parce que ça plaît pas à tout le monde, mais une légende des guitaristes modernes valides, ça fait un tout petit peu réfléchir. C'est un peu de l'influence, effectivement, mais ça fait quand même réfléchir. Et quand Tim Henson et même Polyphia ont validé une collaboration avec lui, en tout cas qu'ils projetaient une collaboration avec lui, ça veut dire que quand même, ça pèse un peu dans le game. Donc je trouve ça trop cool pour RGPazine qui a juste commencé avec un iPhone posé et proposé un délire qui était le sien. Franchement,
l'histoire est belle, le bonhomme est beau. Et c'est pas tout, non c'est pas tout. Écoutez, le plus grand groupe, en tout cas l'un des plus grands groupes actuels de métal, certains peuvent dire pop metal, Bring Me The Horizon, eh bien, collabore avec RJ Pazin. Et pour moi là, c'est monstrueux, parce que BMTH, Bring Me The Horizon, c'est vraiment quelque chose de très puissant dans la sphère rock, metal, scène actuelle, etc. Et donc oui, ils ont collaboré avec lui parce qu'ils adoraient son talent de production. Notamment sur l'album Posthuman Next Gen, il a travaillé sur le morceau Top 10 Statues Das Creed Blood. Désolé, je suis vraiment un mauvais franglais. Et on l'entend, on le remarque, sa contribution déjà, elle est teintée, on sait que c'est lui qui joue, donc déjà... grosse force hein, pour un artiste, un guitariste, tout ce que vous voulez, et surtout que ça apporte une dimension complètement autre au morceau. Donc même son talent de vision, de production, eh bien, a un impact sur des gros groupes comme BMTH. Voilà, je crois que tout est dit. Alors pourquoi ça me tenait à cœur, eh bien, de vous parler de tout ça, et surtout faire une sorte de petit mea culpa en toute chelouterie. Tout simplement parce que je suis toujours attiré vers les nouvelles choses, surtout dans ma passion, qui est la guitare, la musique. Et la question que je me suis posée pour savoir si les vidéos valaient le coup ou pas, c'est que, est-ce que ça compte ce que fait et ce que propose RJ Pazin? Et je pense que oui. Pourquoi? Parce que la guitare, tout comme la musique, a besoin de se réinventer pour, eh bien, perdurer dans le temps. Tout simplement, ça a toujours été comme ça. À l'époque, quand on réfléchit, il y a une centaine d'années, il n'y avait que des guitares acoustiques. Ensuite, on est passé à l'électrique, on a créé ça, peut-être pour faire plus de bruit, pour prendre plus de place, et ensuite on a commencé à inventer l'overdrive, le drive, la distorsion, pour un truc un peu plus énervé, qui choquait beaucoup de gens avant. Ensuite on a rajouté des effets, des pédales d'effets sont arrivés, les simulateurs d'ampli, etc. Enfin bref, vous comprenez, la musique, en tout cas la guitare, on est dans un monde, la guitare qui est vachement évolutif, eh bien a besoin de ce genre de personnage, même si on aime. On n'aime pas, on a besoin de ça. Et c'est ce qu'a fait RJ Pazin. Il a fait une nouvelle proposition qui, pour moi, envoie pas mal et qui est très intéressante à étudier en tout cas. Même si ça demande de la maîtrise, hein, de la production, etc. D'autres outils qu'une guitare, eh bien ça vaut le coup. Donc clairement, RJ Pazin, il n'est pas du tout là pour suivre les tendances, quoique il s'inspire des tendances, mais surtout il est en train de créer des tendances. Waouh. Là j'étais en impro. Cette phrase, je vais la retenir, je vais la noter dans le cahier de la chelouterie. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir dans la description tout ce qui me concerne, mes simulateurs d'ampli chez Blob Audio, ou même eh bien, toutes mes méthodes vidéo, tout ça c'est eh bien, dans la description encore une fois, et je vous dirai à très bientôt pour de nouvelles vidéos, vous le savez très bien, la chelouterie n'est jamais finie, ciao.